Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous voici au quatrième épisode des Israéliennes, et puis Israélienne numéro 4. Et nous sommes au lendemain du 78e anniversaire de l'État d'Israël. Wouhou! Joyeux anniversaire Israël. Euh, Tout d'abord, avant de commencer, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait beaucoup parler de lui, un sujet qui fâche. Mais juste avant de parler, de commencer et rentrer dans le sujet, on voulait vous remercier, Myriam et moi, parce qu'on a reçu beaucoup de feedback de ces 3 premiers épisodes qu'on a déjà enregistrés. Beaucoup de critiques constructives, aussi beaucoup de questions. Enfin, c'est super sympa parce que vous êtes avec nous, vous participez à la construction de ce podcast et on essaye vraiment de faire quelque chose qui peut être intéressant, pas seulement intéressant pour nous, aussi intéressant pour vous. Donc votre feedback, vos conseils, vos messages, vraiment ça nous aide à aller sur un chemin qu'on aime bien. Donc on vous remercie pour ça. Voilà, ça c'était la première chose qu'on voulait dire. Alors la seconde chose, enfin surtout on va commencer. Cette semaine, on veut parler de ça. Alors ça a l'air Mmh. d'être anodin. C'est un petit article, qui a été écrit, la semaine dernière, donc qui est sorti vendredi dernier, donc le vendredi à la veille de Yom Ha'atzmaut, écrit par Haggai Segal. Haggai Segal, c'est l'ancien rédac chef de Makor Rishon, qui aujourd'hui, ajuste, Tribune, qui paraît donc une fois par semaine dans le journal et qui est très attendu. Et donc en fait, Haggai Segal, cette semaine, il a mais vraiment tapé dans le tas et puisque ça s'appelle Yahadut America Kriya Achrona, donc judaïsme américain. Ceci est votre dernier appel. Myriam, explique-nous. Alors, bah, c'est comme quand on prend l'avion, hein, ma madame Eliana Gurfinkel, dernier appel pour madame Eliana Gurfinkel. Voilà, Le c'est comme passager Myriam Charmer exactement. est attendu à la Exactement porte B7. Dernier appel. Bon, OK, il est d'accord. très clair et puis bon, dans l'imaginaire israélien, vraiment, l'avion, quoi. L'avion, prendre l'avion, l'étranger et cetera, c'est très fort. On a Puisqu'il presque faut rappeler que au final, il y a qu'un seul moyen d'aller à l'étranger, c'est l'avion. exactement. On peut aller à Petra ou aller un petit peu en Égypte, mais c'est pas Mais ça. au final, voilà, c'est ça, on n'a pas de Ou bien on est dans une unité, heu, une unité spéciale de l'armée et alors là, on voit vraiment du et pays, alors là et alors en là, Syrie, au ça Liban voyage. et tout. Ça voyage, ça voyage. Tu connais les gens qui reviennent de Milouim et qui te ramènent des chocolats? Bah, je suis partie à l'étranger. Bon, voilà, bref, ça c'était nos petites blagues israéliennes, mais très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appelle, les Juifs américains, à faire l'Aliyah en mode, de toute urgence, der des der et pourquoi il le fait? Il le fait pour 2 raisons. La première, c'est parce que tu as bien dit, c'est Yom Ha'atzmaout et Yom Ha'atzmaout notamment, à part, toutes les autres traditions qu'on a, attends, est-ce que je t'ai dit que j'avais les ongles bleus? Est-ce que je t'ai montré? Et j'ai fait aussi et j'ai fait aussi un gâteau, parce qu'on fait un gâteau avec mes enfants pour Israël. Mes enfants, ils sont persuadés qu'Israël, c'est une personne, voilà et qu'on lui Bah, fait ils ont pas tort, mais bon. et voilà mais plus prosaïquement, nous autres journalistes, ce qu'on obtient, en général autour des Yom Ha'atzmaut, c'est, les données, démographiques de la population, combien on est et cetera et on va le dire tout de suite. J'ai noté là, on est 10 244 000 désormais en Israël et c'est fois presque 12,5 depuis la création de l'État, d'accord? Donc, belle croissance. Donc il le fait parce qu'on a les données. D'accord mais il le fait aussi parce que, les 78 ans, c'est, alors d'une part, il y a toute l'idée, c'est que ça y est, on a dépassé, la fameuse malédiction, de dans la Torah, tu en parles mieux que moi, mais la souveraineté juive a dépassé les 77 ans et donc qu'on est plus stable, en fait, que les 2 premiers royaumes, juifs, mais surtout parce qu'on approche du centenaire et donc lui, il leur dit: «Les amis, vous avez» alors lui, il est plus exigeant que ça. Il dit: «Vous avez jusqu'à 2030, même pas 2048, 31, 31, 5 ans. 2031 pour d'où voilà, vous avez 5 ans en gros, mais en même pas jusqu'à 2048 en disant: «C'est maintenant ou jamais» pour, rejoindre le projet juif» et Là, donc il faut dire aussi il dit vas-y. aussi 2 phrases qui sont quand même, il utilise, la phrase préférée des Israéliens: «Atem bogdim», donc vous êtes des traîtres, mais Alors vous êtes des traîtres à la cause, hein, à pas la des cause. Mais traîtres, parce que ce qu'il voilà. dit aussi, donc et bon, bien entendu aux États-Unis,
Aujourd'hui, il y a à peu près 6 millions de personnes qui sont liées au peuple juif, puisque c'est un peu compliqué. C'est pas les mêmes critères pour les critères israéliens qui encore suivent l'idée que si la mère est juive, les enfants sont juifs, tandis qu'aux États-Unis, avec les mouvements conservateurs et libéraux qui ont changé la donne, on peut compter beaucoup plus de personnes dans le monde juif. Mais lui, ce qu'il dit, il dit: «Comment est-ce que vous pouvez être un peuple qui est attaché, par exemple, à une tradition millénaire de prière dans laquelle 3 fois par jour, on appelle au retour à Sion, à la reconstruction de Jérusalem, et cetera, et au final, vous faites rien, vous bougez pas, vous le dites, vous en parlez, mais vous faites jamais le pas. Donc à ce niveau-là, vous êtes des traîtres». Bon, c'est quand même, moi, je dois dire quelque chose, c'est que je ne supporte pas les Israéliens qui parlent qui Hop, voilà, on coupe là. non, mais je non, j'ai beaucoup de mal avec les Israéliens qui lancent des cris comme ça et des appels en disant: «Mais pourquoi?» Je me souviens, mes parents, pendant de nombreuses années, les gens, ils disaient: «Mais pour tes parents, pourquoi ils viennent pas en Israël? Pourquoi ils viennent pas en Israël?» Mais alors, je leur disais: «Mais c'est toi qui vas s'occuper de leur payer leur loyer?» «Ah non? Bon, d'accord, alors merci». Et même après beaucoup d'années à Calita, en ayant travaillé à Calita, en étant très proche des gens qui font leur alia, pour moi, c'est extrêmement dur d'accepter, ce truc stupide de dire: «Bah, vous avez qu'à faire votre alia». C'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui perdent énormément en faisant leur alia, et aussi les gens qui font leur alia, avant de faire leur alia, il faut que ça soit une réflexion bien poussée et que ça soit qu'il y ait une préparation. Je suis vraiment contre, à ces appels, «Vous devez le faire». D'accord, il faut le faire, on l'a fait, c'est difficile, c'est super de le faire. Moi, je remettrai jamais en question mon alia, mais vraiment ça me bon, il faut dire que sa mère à lui était anglaise, de Chagai Segal, sa femme est américaine, donc C'est peut-être qu'il y a une ça. compréhension. Mais quand même, moi ça m'énerve. Enfin bon, voilà. Mais c'était pas pour Non, ça que mais je voulais en bon, parler. mais de toute façon, tu as tout à fait raison d'en parler parce que ça a ouvert un débat avec, Tzvika Klein, qu'on connaît toutes les 2 en l'occurrence, mais qui est aujourd'hui à la tête du Jerusalem Post, Il a fait son qui a alia dans sa première année. Quand il avait 1 an, ses parents ont fait leur alia de chez exact, qui a 1 an, qui est connu en diaspora, Tzvika Klein, qui a beaucoup fait parce qu'il était correspondant, des Tfoutsot, donc il parlait des communautés en diaspora, qui a beaucoup fait pour notamment, parler de l'antisémitisme, en Europe. Hem, donc qui est quelqu'un qui est 100 sioniste, hein, vraiment, mais qui a fait un édito de réaction en disant, d'une part, les traités de traîtres, enfin voilà, et d'autre part, il faut bien comprendre que, l'alias c'est un peu ce que tu dis là, c'est l'alias c'est tout sauf simple et qu'il faut, faciliter les choses aux notamment aux Américains, plus de cours d'hébreu, plus de shlichim, plus de et cetera, et cetera. Ouais, Et juste ouais. vas-y. Non, Non, parce que dis-moi. ce qui est intéressant, c'est que Chagai Segal, il y a quelques mois, il a sorti un livre sur, Ben Gurion, d'accord? Ce qui pourrait surprendre parce que, peut-être on aurait pu penser qu'il aurait pu s'intéresser à quelqu'un d'autre, mais non, non, il a fait un travail très poussé sur, Pour une Ben. parenthèse, venant, du cercle dur de la droite, ayant été condamné pour, fait de terrorisme, hein, dans les années 80, ayant fait 2 ans de prison. Peut-être que les gens ne savent pas, Hamid Segal, quand il était petit, il allait voir son père en prison. C'est quelqu'un qui était extrêmement radical, Mais d'accord? C'est pour ça il a demandé pardon, hein, pour tout ce qu'il a fait, qui a demandé pardon, qui s'est il a reconnu repenti. ses erreurs, et cetera. Bon, il a payé son Complètement, mais qui était qui c'est pour ça que tu dis que c'est étonnant qu'il s'intéresse à Ben Gurion. C'est-à-dire que c'est a priori qui était complètement opposé, au sionisme socialiste. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. et donc il s'intéresse à David Ben Gurion. Non, mais même il aurait pu, je sais pas moi, s'intéresser à un leader, du monde dans lequel il baigne, c'est-à-dire le monde, sioniste religieux. Mais donc il s'est intéressé à David Ben Gurion, et en fait, ce qu'il raconte toute personne qui connaît un petit peu David Ben Gurion de près le sait, David Ben Gurion avait zéro patience avec les juifs de diaspora. C'est-à-dire que il a dit: «Bon, on a créé l'État d'Israël, alors vous attendez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites?» Et en particulier avec les Juifs américains, bien que les Juifs américains soutenaient Israël, et cetera, mais au final, quand on y pense, les Juifs qui ont fait vraiment leur alia au lendemain de la création de l'État d'Israël, c'est les Juifs des pays arabes. Bon, d'un autre côté, les pays arabes, Non, fallait plus le choix, c'est oui, ça? voilà, ils ont eu un coup de Plus les réfugiés. ils ont eu un coup de fesse au derrière et ils sont quand même venus. Mais Mmh. Ben Gurion était extrêmement, en hébreu on dit charif, il était virulent, par rapport, à toutes ces populations qui n'ont pas fait leur alia de façon automatique. Donc il faut rappeler que dans la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, on dit bien: «L'État d'Israël va être ouvert à toutes les populations juives de par le monde».
Mais bon, les populations, elles ont pas fait leur alia de façon automatique et en aussi grand nombre. Une autre chose qu'il faut rappeler, c'est que bon, aujourd'hui, quand on parle en Israël des juifs de diaspora, on appelle ça, on dit Atfutsot. Les Tfutsot, c'est donc les différentes, ce serait presque dire, les différents foyers, juifs un peu partout dans le monde. Mais pendant de nombreuses années en Israël, au moins les 40 premières années de l'État d'Israël, on parlait pas de Tfutsot, on parlait de Gola, c'est-à-dire vraiment la diaspora. C'est-à-dire les Ouais. et pour faire comment dire? Une opposition entre les gens qui étaient revenus en Israël, donc qui étaient, on va pas dire qui se rapprochaient de la Géoula, de la rédemption, mais quand même, et de l'autre côté, les gens qui avaient décidé, eux, malgré tout, de rester à l'étranger. Et ça, par exemple, cette, c'est cette manière d'appeler Gola d'un côté et juif en Israël, je suis presque sûre que c'est Ben Gurion qui avait donné le ton parce que c'était son truc. À l'époque, enfin, c'était un peu plus organisé et régi par le gouvernement que ça ne l'est maintenant. Maintenant, on est dans une société qui est beaucoup, 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 beaucoup plus libre. Mais bon, enfin bon. Donc tout ça pour Regarde, dire ouais. ouais, j'ai vraiment plein de choses à dire et puis tout à l'heure, on va parler un petit peu des réalités démographiques, en réalité, de ce qui se passe en diaspora, ce qui finalement peut-être est une réponse par le concret, par le terrain. Mais avant ça, bon alors, comme tu sais, j'ai fait un master de judaïsme américain, donc si je fais un speech trop long, tu m'arrêtes. Parce que, c'est 1 an et demi de cours, parce qu'évidemment cette communauté, elle est fascinante, mais même avant d'avoir dit ça, je pense que la raison pour laquelle on a voulu s'intéresser à cet édito, c'est parce que ça parle aussi, de certaines polémiques récentes, entre Israël et la diaspora française. C'est-à-dire que, quand, certains, sans rentrer dans les noms, mais quand certains auteurs, juifs français sont en France et font une critique d'Israël, la réaction immédiate de la communauté en Israël, c'est de dire: «Vous habitez pas ici, laissez-nous tranquilles». D'accord? C'est-à-dire que la question de d'où on parle et à q est-ce qu'on peut, se revendiquer du sionisme de la même manière si on vit en Israël ou si on ne vit pas en Israël? Parce que finalement, c'est ce que ces auteurs-là nous disent. Anne Sinclair, Delphine Orwiller, Nathan Dever, ils nous disent tous: «Oui, je vis en Israël, oui, je suis un juif français ou un Français de confession juive», chacun son identité, d'accord? Oui, je ne Mais vis pas en Israël. Oui, je ne vis pas en Israël. ah pardon, oui, je vis en France, c'est ça que je voulais dire. Oui, je vis en France, mais je me sens tout aussi concernée par Israël. J'ai le droit de parler d'Israël, j'ai le droit de critiquer et cetera et cetera. Et c'est un vrai sujet, c'est très compliqué parce que dès qu'ils prennent la parole, alors évidemment en plus quand c'est pour critiquer, on a des réactions épidermiques nous ici en disant: «Vous vivez pas notre réalité, vous ne sacrifiez pas de la même manière, vous envoyez pas vos enfants à l'armée, taisez-vous». D'accord? Et c'est le fameux Elie Wiesel, «Je ne critique jamais Israël, c'est le prix que je paye pour ne pas y vivre». Donc c'est une vraie question, d'où on parle et est-ce qu'on peut, se réclamer du sionisme de la même manière qu'on vive en Israël ou qu'on ne vive pas? Et c'est un peu ça que dit Chagai Segal aussi dans l'édito, c'est de dire, tu sais, donc en anglais, pour revenir aux juifs américains, il y a cette espèce de Zionism for thee, not for me. C'est-à-dire, ils ont soutenu, ils ont fait énormément en termes de philanthropie. Ils ont soutenu, ils ont collecté de l'argent, ils ont fait énormément de choses et on a coutume de le dire, hein, ça, notamment les premières guerres israéliennes. Ne serait-ce que d'un point de vue de soutien logistique et cetera et de soutien matériel, les Juifs américains ont fait énormément. Mais ça a toujours été cette espèce de, «On est sioniste pour vous, mais pas pour nous». On n'éduque pas nos enfants à faire la chose, qui nous paraît nous, à la chose à faire, c'est-à-dire, à faire l'Alia. Et cette question, elle est très profonde parce que à la fois, est-ce que tu es sioniste simplement en signant un chèque? Est-ce que ça suffit? C'est très important, mais est-ce que ça suffit? Et surtout, il y a un moment donné où la nouvelle génération, la génération des millénials, a commencé à se retourner vers ses parents et à poser des questions inconfortables, parce que c'est justement parce qu'Israël était devenu cette espèce de pays imaginaire, un petit peu, que les Juifs américains soutenaient de loin, mais ne vivaient pas la réalité et il y a aussi une distance qui a commencé à se créer où les Juifs américains ont commencé à dire: «Nous, on est d'abord américains, on a des valeurs américaines, on n'a pas l'impression qu'Israël, continue de porter ces valeurs américaines». Je parle de libéralisme, de progressisme et cetera, donc on s'en éloigne. Donc il y a bon, voilà et après est arrivé le 7 octobre et cetera et cetera. Et donc
je rajoute encore une dernière chose. Pour les gens qui sont très geeks et qui s'intéressent aux données brutes concernant le judaïsme américain, il y a ce qu'on appelle le rapport Pew, qui tous les 7 à 10 ans, le Pew, donc c'est un centre d'études religieuses sur les religions aux États-Unis, notamment démographiques, et qui sort un rapport très, très, très complet, une fois tous les 7 ans environ, sur le judaïsme américain. Ce qui est fascinant, c'est que là, le dernier rapport, il date de 2020, donc avant le 7 octobre. Et c'est effectivement là qu'on sait qu'on est entre 5 et 7 millions de juifs, tout dépend de comment on compte. Donc en général, on coupe la poire en deux et on dit 6. Même si parfois les gens nous disent que d'un point de vue de la halakha, en réalité, c'est beaucoup moins, c'est presque 4 millions uniquement. Donc il y a une énorme différence. Et dans ce qu'on a vu dans ce rapport Pew, c'est un taux de mariage mixte de quasiment 70, donc c'est-à-dire, en réalité, une immense majorité de juifs américains qui n'épousent pas des juifs, d'accord? Un taux de natalité très bas, c'est-à-dire que non seulement on ne se sent pas concerné par vivre avec, fonder un foyer juif, selon la halakha, mais en plus, enfin, ou à côté de ça, on ne fait pas tellement d'enfants parce que c'est la trend, occidentale. Donc vraiment une situation en réalité d'un judaïsme américain qui est pas en train de disparaître, je dirais pas ça, mais qui est vraiment en train de profondément, changer de visage. Et toute la question, c'est j'ai encore d'autres données que je peux te donner sur maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais la vraie question, c'est quand va sortir le prochain, sondage Pew, c'est-à-dire en 2027 ou en 2028, on aura l'image post-7 octobre, c'est-à-dire les juifs américains qui se sont rapprochés de leur religion et d'Israël suite au 7 octobre, ou les juifs américains qui sont de plus en plus en train de s'en aller. Mais l'un dans l'autre, on est dans une communauté qui est en train de profondément changer. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis, Myriam, c'est que le post-7 octobre, je pense que dans le rapport Pew, il y aura quelque chose d'autre qui va vraiment apparaître et ça va être, de la même façon que ça a été une claque pour la communauté américaine, ce sera une claque quand on verra les chiffres, c'est la montée de l'antisémitisme et le ressenti de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces questions: «Ressentez-vous de l'antisémitisme dans votre lieu de travail? Là, vous avez fait vos études?» et cetera. Et si c'était des questions, on se posait la question pourquoi on les posait, il y a 10 ans, aux États-Unis, puisque c'était pas du tout ressenti, je pense que, on va avoir une compréhension, post 7 octobre. Hem, Ce que tu dis aussi sur, tout ce qui touche, à la démographie américaine, aujourd'hui, les populations juives américaines qui ont des enfants, c'est surtout les populations modernes orthodoxes et les populations, ultra-orthodoxes, et puis on va faire, les ultra-orthodoxes ou les chassidim, hein, et que aussi de nombreuses familles qui font leur alia, donc à peu près tous les ans des États-Unis, si déjà on parlait tout à l'heure de 3 000 personnes qui font leur alia à peu près des États-Unis en moyenne, c'est la moyenne américaine. Ce que Chagai Segal, il écrit dans son article, c'est que la seule année où ça a été le record du record du record de l'alia américaine, c'est 1971 et on a eu 8 000 personnes qui ont fait leur alia. Donc 71, je pense que c'est vraiment c'est 4 ans après la guerre des 6 jours, le temps que les gens s'organisent et cetera. Donc c'est vraiment le moment, heu, j'imagine ça doit être la période où par exemple Kahana, Meir Kahana a fait son aliyah et cetera. À mon avis, c'est vraiment ces années-là. Donc aux États-Unis, les 3 000 personnes, entre autres, dans ces 3 000 personnes qui font leur aliyah tous les ans, il y a énormément de personnes, donc c'est des familles nombreuses, orthodoxes, ou bien ultra-orthodoxes parce qu'aujourd'hui, une des problématiques aux États-Unis, c'est l'école juive. C'est la première problématique d'une famille juive. Une famille juive qui veut envoyer ses enfants en école juive, c'est un investissement extraordinaire, alors qu'en Israël, les écoles juives, au final, elles sont gratuites et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui font la halakha et il faut comprendre aussi qu'une des grandes raisons, pour laquelle, justement, ces populations juives aux États-Unis aujourd'hui se ressentent de moins en moins juives et se marient de moins en moins avec, d'autres juifs, c'est aussi parce que comme les écoles juives coûtent tellement cher que, au final, les gens retirent leurs enfants des écoles juives, puisqu'ils n'ont pas les moyens de financer et c'est ainsi qu'on arrive, à ces populations qui se sentent de moins en moins juives. D'ailleurs, Ouais. je me permets de rentrer dans la vague et de parler de Taglit, de Birthright. Une des raisons pour laquelle Taglit a été créé, je ne sais pas si tu connais l'histoire, c'est, en 90 ou 95, il y a une étude qui sort de Brandeis University, donc Brandeis qui a été quand même fondée comme une université juive, hein, et Brandeis montre que en fait, toute personne qui vient en Israël une fois dans sa vie, dans un programme éducatif, a 50 de plus de chances de se marier avec quelqu'un de juif.
Et dans ces années-là, justement, on a un problème. Les grands philanthropes juifs américains se disent: «Comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'identité juive de la population américaine?» La réponse numéro 1, bien entendu, c'est l'école juive. Mais pour financer l'école juive, c'est énorme, énorme. Donner des bourses, c'est vraiment énormément d'argent. Et puis quand ils voient ce chiffre qui est quand même assez incroyable, il suffit de passer 10 jours en Israël, être dans un environnement juif et puis ça va renforcer notre identité juive et ça va presque nous encourager 50 de plus, c'est énorme. Et au final, financer un groupe de Birthright, c'est rien. Le coût, c'est un voyage de Birthright, c'est même pas un mois d'éducation juive, en école juive aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, au final, on va avoir, on va se vraiment les gens vont se lancer dans cette aventure Birthright, qui est une aventure extraordinaire à part ça. Heu, donc on vient de parler des États-Unis, mais peut-être on peut parler surtout si on a parlé de la démographie juive américaine qui est en en dépérissage, hein, quelque part. Attends, je vais te donner, quelques chiffres. Vas-y, Mais je vas-y, moi. finis juste la parenthèse par rapport à Taglit parce que je trouve ça intéressant. Je la connais bien cette industrie de Taglit pour y avoir travaillé et pour donner des conférences encore maintenant et je trouve que en fait, je pense que Chagai Segal, il est d'autant plus, revanchard ou amer par rapport aux Américains parce que c'est un peu devenu ça. C'est-à-dire qu'Israël est devenu la homeland, d'accord? La patrie, hem, vers laquelle on envoie les jeunes pour quand même qu'ils perdent pas trop le contact avec, leur judaïsme et après on les ramène très, très vite pour être safe, aux États-Unis. Encore une fois, on a entièrement raison. On est dans l'après 7 octobre et c'est plus si safe que ça et c'est compliqué. Mais ça, c'est des choses qu'on verra sur le long terme. Alors sur la démographie, ce que je voulais te dire, c'est 2 choses. D'une part, en Israël et on le sait, on a un taux de fertilité, le plus élevé des pays développés de l'Occident et c'est pourtant la moyenne, elle est pas si haute que ça, considérer le nombre de familles nombreuses qu'on a en Israël, mais elle est de 2,92, enfants par femme, donc presque 3, d'accord? Bah, ce qui est Quand ça important de dire, c'est que c'est des femmes donc qui sont pas toutes religieuses, les femmes, toutes les femmes. C'est-à-dire, toutes les je femmes, crois que les toutes les femmes femmes, ouais, juives, d'accord, c'est important arabes, laïques, religieuses et non mariées surtout. Il faut et considérer que ça aussi, concerne toutes les femmes. ce qui est important, c'est qu'en général, quand on parle de démographie et de natalité surtout, plus une femme, a des diplômes et plus elle est, comment dire? Ouais, moins d'enfants. Voilà, donc ça va à l'inverse et Israël, c'est le seul pays où les 2 vont ensemble. C'est-à-dire que on a des femmes ici qui sont, le taux de je sais plus exactement, mais je crois que en Israël, on a le plus haut taux de licence de Torah Rishon, presque enfin des pays, développés et en même temps, donc ces femmes qui sont diplômées, qui ont une formation et même quand on parle chez les ultra-orthodoxes, on sait très bien qu'aujourd'hui chez les ultra-orthodoxes, c'est les femmes qui ont des diplômes, c'est pas les hommes, c'est les femmes qui travaillent. Donc on a ces chiffres qui sont complètement fous et que personne ne peut expliquer parce que pourquoi est-ce qu'une femme qui apprendrait, qui saurait, qui aurait une carrière, en même temps, elle a des enfants? C'est ça et d'ailleurs, c'est très particulier parce que ça concerne uniquement la population juive. C'est-à-dire que chez la population arabe israélienne, on est sur les phénomènes mondiaux, c'est-à-dire que quand elle est diplômée, en général, elle a moins d'enfants, comme partout en Occident et effectivement, chez les femmes juives, c'est l'exception et si je compare ça, à la diaspora, alors américaine et européenne, d'accord? Aux États-Unis, la moyenne, c'est 1,6 enfants par femme de manière générale et en France aussi d'ailleurs, on est plus ou moins, tombé à ce chiffre-là et j'ai vu récemment à Paris, on est à 1,26, d'accord? Enfants par femme. Donc on est vraiment, très, très proche du 1. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de célibats à long terme. D'accord? Ça veut pas dire les couples mariés en général, eux, ils vont faire le 2e, voire éventuellement le 3e, mais il y a beaucoup plus de célibats à long terme, c'est-à-dire de femmes qui ne font pas d'enfants tout court. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est la situation notamment du judaïsme américain, où on sait qu'en réalité, le judaïsme le plus progressiste donc d'une part, quand on se marie, on se marie à un taux important de mariage mixte, où une partie du mariage mixte arrive malgré tout à faire des enfants juifs, à les éduquer de façon juste. C'est-à-dire qu'on estime que 30 des mariages mixtes, eux, font des enfants malgré tout, qui vont, se considérer comme juifs, mais les autres, pas forcément, d'accord? Et ensuite, on a, un célibat à long terme très élevé, qui concerne tout le monde et la donnée qui nous confirme ça, c'est que tu parlais tout à l'heure des ultra-orthodoxes, américains.
Les ultra-orthodoxes américains, aujourd'hui, c'est environ 10% de l'ensemble du judaïsme américain, d'accord? Donc c'est pas beaucoup, mais on considère que c'est eux qui font entre 30 et 45% des bébés. Donc ça veut bien dire en réalité que les juifs conservateurs et libéraux ne font pas tellement d'enfants, beaucoup moins que la moyenne, nationale américaine qui est déjà pas très élevée, qui est à 1,6. Donc en réalité, tout ça, si j'ai mis tout ça, bout à bout, si on fait des projections et le Bureau central des statistiques, israélien projette qu'il y aura 15 millions d'Israéliens en 2048, d'accord? Donc c'est fascinant, hein. Aujourd'hui, on est à 10 millions. OK, on a augmenté, fois 12, par rapport au début. En 2048, donc pour le centenaire israélien, on sera à 15 millions d'habitants, israéliens, dont 12 millions de juifs. D'accord? À peu près. Et le judaïsme mondial, en 2048, devrait faire 18 à 19 millions au total. D'accord? Au total. Donc en réalité, si aujourd'hui, en 2026, les Israéliens sont 45% du judaïsme mondial, en 2048, estimation conservatrice, on serait jusqu'à 65% de la population juive mondiale, c'est-à-dire les 2 tiers. Et c'est un scénario conservateur, encore une fois, qui n'inclut pas la possibilité d'une alia massive américaine pour toutes les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Post 7 octobre, on peut tout à fait imaginer que des juifs américains qui, jusqu'à présent, n'avaient pas très envie de faire leur alia, finalement la fassent pour des raisons d'antisémitisme, de sécurité, d'éducation juive, comme on a dit tout à l'heure. Donc, au final, on pourrait tout à fait se retrouver avec une situation où on serait 65%, 70, voire 80. Donc, en réalité, la boucle est bouclée. C'est pour ça que j'ai tendance à considérer que, Haggai Segal qui engueule les juifs américains, c'est pas que je comprends pas son amertume en disant: «Vous êtes où? Vous nous rejoignez pas dans cette aventure du grand sionisme», mais c'était pas forcément nécessaire, à la fois d'être autant en colère et à la fois de poser des ultimatums parce que de toute façon, le le centenaire d'Israël marquera une situation inédite depuis 2000 ans dans l'histoire juive, c'est que le centre politique et culturel du judaïsme mondial sera en Israël. Alors qu'en 1948, c'est à peine 10% des juifs qui vivent, en Israël. 100 ans plus tard, c'est 65 à 70%. En réalité, le mouvement de bascule, il aura lieu et dans ce cas-là, on s'intéressera, je pense, beaucoup moins à la question de savoir est-ce que oui ou non, la diaspora nous rejoint ou pas, parce que ça y est quoi, le mouvement aura été opéré. Alors, je veux commenter ce que tu as dit de 2 manières. La première chose, il y a quelques semaines, j'ai interviewé, David Passig, qui est ce qu'on appelle un futuriste. C'est-à-dire que c'est un chercheur en statistique qui, J'adore. grâce à ses études en statistique, il peut prévoir l'avenir. C'est un petit peu fou comme, concept, mais en fait, c'est juste des systèmes mathématiques. Et je l'ai interviewé donc, pour le magazine de Actu-J et le magazine qu'on lit en Israël. Et en fait, ce qu'il disait, et c'était assez incroyable, il a dit: «Le 21e siècle sera le siècle d'Israël». C'est-à-dire si au 20e siècle, Israël était un pays, qui boitait un petit peu, qui avait énormément de difficultés, on a complètement changé la donne. Et la raison numéro un pour laquelle, on a changé la donne, c'est justement la démographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, Israël est un pays fort. Israël est un pays fort, que ça soit économiquement, sécuritairement, et cetera. Et tout d'abord, c'est grâce à sa population qui est forte et qui continue de grandir en permanence. Et ce qu'il disait, et c'était vachement intéressant parce qu'il va encore plus loin dans son analyse, il dit on ne se rend pas compte à quel point l'État d'Israël est en train de transformer, le peuple juif, et qu'elle est en train de créer en Israël un peuple qui est vraiment complètement israélien. C'est-à-dire que c'est un peuple, il parle lui, il dit: «On ne se rend pas compte à quel point génétiquement, on est en train de changer, on est en train de créer une nouvelle race génétique qui est la race israélienne». Parce que quand on a ces mariages, entre ashkénazes et séfarades, ce yéménite, cette personne qui est yéménite et qui va se marier avec, cette personne d'origine polonaise, et cetera, on est en train génétiquement de créer un nouvel ADN, l'ADN israélien. Et donc lui, donc c'est quand même assez intéressant. Ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on est vraiment on vit une révolution humaine, et qui est d'abord grâce à la démographie. Et la seconde chose que je voulais dire, pour, rebondir sur ce que tu disais, bien entendu, j'ai oublié.
Ah, mais c'est les effets de la démographie, Eliana. On peut pas à la fois avoir le Avoir des pouvoir de enfants et et garder sa soutenir tête. non, c'est c'est l'un dans le mais c'est pas grave. Nos auditeurs nous pardonneront, mais tu veux regarde, je rebondis en attendant, puis tu réfléchiras à ton deuxième point. Mais parce que moi, j'ai tendance à dire un truc hyper radical par rapport à ça, Ouais. d'accord? Mais vraiment hyper radical et je sais que certains en diaspora vont m'en vouloir de ça. Mais je pense vraiment que de la même manière que pendant très longtemps, juif, ça voulait dire de Judée, venant de Judée. Moi, je suis, judéenne. Voilà, c'est ça que ça voulait dire et en France, on disait israélite, ce qui voulait dire la même chose dans le fond. Je pense que à terme, israélien voudra dire juif et inversement. C'est-à-dire que Bah, les antisémites, ils nous le font, on l'entend tous les ils jours. nous ils nous rendent la vie facile, mais en réalité, le quand on voit à quel point, les juifs français sont constamment renvoyés à leur double, identité, constamment, sur les réseaux sociaux. Je pense, à Noémie Aléolia sur LCI, je pense à Simon Moss sur X, d'accord? Des exemples récents, mais c'est constant. De toute façon, on est tout le temps en train de les renvoyer à cette double identité et de toute façon, sachant que la majorité du judaïsme mondial vivra en Israël dans très peu de temps, la taille des communautés forcément sera plus petite et l'identité double, je pense qu'elle sera de plus en plus compliquée dans le sens où, en fait, ça va aller soit vers l'assimilation complète, c'est-à-dire, nous sommes français et nous avons laissé tomber nos origines, juives, soit vers le repli vers Israël, mais en réalité, il y aura plus tellement parce que le judaïsme est une religion, une ethno-religion, pardon pour le bafouillage et parce que de toute façon ça veut dire la même chose et puis il faut pas oublier que la construction moderne qui est d'être, français de confession juive, c'est une construction moderne. Ça fait pas longtemps qu'elle existe, ça fait 200 ans d'histoire environ et je crois pas qu'elle va tenir la durée, vu la situation dans le monde et vu aussi l'évolution naturelle d'Israël et je vais te rajouter une dernière chose par rapport à ça. Tu sais, quand j'étais à Paris, je rencontre des gens dans les instances, juives françaises qui me disent, «Vraiment le ministre de la diaspora, Amichai Shikli, il nous rend pas la vie facile. C'est bon Dieu, c'est le ministre de la diaspora et il invite, des représentants du RN. C'est très compliqué pour nous à Paris» et cetera et Amichai Shikli, pour lui, se se comporte comme, ce qui est bon pour Israël est bon pour le judaïsme. C'est-à-dire, il faut aller chercher le soutien politique là où il existe et ça m'intéresse pas tellement de ménager la sensibilité des juifs parisiens, pour le dire très grossièrement. Moi, ce que lui, en réalité, il se comporte un petit peu comme un 2e ministre des affaires étrangères dans sa tête. On peut se poser la question de quel est son rôle? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être ministre de la diaspora? C'est compliqué, hein, c'est un rôle qui est compliqué à tenir. Mais effectivement, cette situation où en réalité, les juifs de diaspora parce que c'est aussi la deuxième partie de l'édito Tragaï Ségal. Il dit: «On en a marre de devoir ménager les sensibilités en permanence des juifs de diaspora parce que tout ce qu'on fait nous en Israël, ça reflète, sur les juifs de diaspora et ensuite on nous fait des reproches». Et on voit bien de toute façon que, par exemple, dans l'aile démocrate des juifs américains, les candidats prennent énormément de distance avec Israël et se montrent extrêmement critiques avec Israël pour oser espérer continuer leur carrière de politicien dans le parti démocrate. Donc on voit bien qu'ils sont constamment poussés vers un choix entre leur identité juive et leur identité américaine. Et c'est le cas en France, on le sait très bien, on demande tout le temps aux gens de choisir. Ah, ma chaîne vient de rentrer dans la pièce. Mais je pense vraiment pardon pour le update, Elle mais peut rentrer toute seule, elle sait ouvrir la porte. elle sait ouvrir la porte, c'est le problème des border collies. Heu, mais et je pense vraiment qu'on est dans une situation où, malheureusement, je le dis malheureusement parce que je rencontre quotidiennement des gens qui tiennent à leur double identité, qui n'ont pas envie de choisir. Mais je pense vraiment que les circonstances historiques vont les pousser à choisir, qu'ils le veuillent ou non. Moi, je me suis souvenue de ce que je voulais dire. En fait, donc on parle de démographie, on a parlé à quel point la démographie, c'est extraordinaire. Une démographie forte fait un pays fort. Mais il y a autre chose autour de la démographie, c'est important de le rappeler. À la fin, au niveau du milieu des années 80, des années 90, Yasser Arafat, il avait une phrase constante qui disait: «De toutes les façons, au final, on aura Israël on fera la guerre des ventres et c'est par les ventres qu'on aura Israël». C'est-à-dire qu'à l'époque, la démographie arabe était beaucoup plus importante que la démographie, juive en Israël
Et donc, au final, on arrivait toujours la tête dans le mur, que ça soit avec la population, israélo-arabe en Israël ou que ça soit avec la population, arabe, de Judée-Samarie ou de Gaza. Et donc on arrivait vraiment, la tête dans le mur. D'ailleurs, c'est entre autres une des raisons pour lesquelles Ariel Sharon a voulu se détacher de Gaza, parce qu'il disait: «Regardez la population arabe à Gaza, 1,5 million de personnes ou 2 millions ou 3 millions, on n'arrivera jamais à tenir le coup face si on les intègre à Israël». Et donc c'est la guerre des ventres. Et entre autres, j'ai retrouvé, en préparant ce podcast, ce qu'on appelle les minutes, c'est-à-dire, ce qui est Protocole. écrit dans les rendez-vous, les comptes rendus, Protocole, protocole. protocole. Alors, c'est pas exactement le protocole, c'est, ce que les déclarations qu'a fait, Yitzhak Shamir quand il a rencontré Reagan, en 1986, je crois. Et quand il le rencontre, il lui dit, il dit, voilà, en rencontrant le président des États-Unis, j'ai rappelé j'ai redemandé l'importance de faire pression sur, l'URSS et pour permettre aux Juifs, du RSS de quitter et de revenir dans leur homeland, donc ce qui est, Israël. Mais en fait, ce qu'il y avait derrière cette déclaration, il y avait autre chose. Il y avait une demande pressante de Yitzhak Shamir à Reagan. Il lui a demandé à Ronald Reagan, pardon. Il lui a demandé de ne pas laisser les Juifs du RSS monter en masse, enfin faire leur immigration en masse aux États-Unis et au contraire de leur bloquer les portes pour qu'au final, il n'ait plus qu'un seul endroit où faire leur alia et enfin, plus endroit où immigrer et ça va être donc Israël. Et il faut rappeler qu'entre 1990, enfin 1989 pour être précise, et 2000, on va avoir un peu plus d'1 million de juifs URSS qui vont faire leur alia en Israël, pardon, dans l'État d'Israël et qui vont complètement changer la donne de la société israélienne. C'est-à-dire que non seulement on a on a plus d'1 million de personnes qui font leur alia. À l'époque, l'État d'Israël, c'est plus petit qu'aujourd'hui. Je crois qu'on est à 4 ou 5 millions. Donc on arrive, vraiment, c'est 4 ou 5 millions de juifs, on arrive d'un seul coup à 6 millions de juifs. Sans parler du fait une grande partie de ces Olim, de Russie sont dans le domaine, technologique et donc vont donner un boost. Le high-tech israélien n'aurait pas pu exister sans le boost russe, qui arrive, dans les années 80-90. La tech, le sport, tu regardes, l'équipe, olympique, israélienne, c'est très souvent, des russophones. À se demander si les entraînements sont pas en russe, quoi, vraiment. Mais c'est ça, les arts, en gymnastique artistique, en Israël, on parle russe, mais clairement l'apport de la communauté russophone, sur tous les termes, toute l'excellence, à laquelle ils sont formés, il est incommensurable. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai parlé avec des Américains, je leur ai dit: «Mais si demain on a une alia de 1 million d'Américains en Israël, qu'est-ce qui changera en Israël?» C'est quoi leur réponse? Le service client! Voilà, bravo! On est connectés. Enfin bon, tout ça pour dire que, au final, aujourd'hui, cette menace, des ventres, elle existe plus. Faut rappeler aussi que quand Netanyahu, qui est à l'époque le ministre, des Finances, va faire une réforme au niveau des aides, donc des allocations familiales, sa réforme va avoir un impact direct sur la natalité arabe et non pas sur la natalité juive. La natalité juive, elle va rester autour de 6-7 enfants par femme religieuse, tandis que la natalité arabe, elle, ça va baisser. On va passer de 6, 7, 8 enfants à 5 enfants. Je pense que la guerre des ventes, on est passé à un autre chapitre. Là, on parle vraiment d'autre chose. Il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Yoram Ettinger, qui était un consul d'Israël à Washington, donc qui travaillait vraiment il était responsable de la coopération avec les élites dirigeantes à Washington, ça fait des années qu'il parle justement, qui dit que les chiffres de la démographie arabe sont faux en Israël et que, au contraire, la démographie juive l'emporte. Et je pense que là, vraiment, on est enfin, on le voit, on le ressent. Moi, je sais que j'ai des amis, à chaque fois qu'ils viennent en Israël, ils sont choqués par le nombre d'enfants dans les rues. Mmh. Parce que quand on passe à Paris, c'est pas du tout la même chose. Et aussi, surtout, euh, que même les familles qui sont laïques ont des enfants. C'est-à-dire que toi, Myriam, tu as 3 enfants. Pour la France, c'est Et ma fille est dans une classe où, la moyenne, c'est entre 2 et 4 enfants et bon, par définition 0, ça n'existe pas. Alors que si je compare par rapport aux gens avec qui moi j'ai grandi,
ils sont nombreux à pas avoir d'enfants du tout ou alors, uniquement un et effectivement, c'est la culture israélienne qui fait qu'on a beaucoup d'enfants, mais ce qui est fascinant, c'est que c'est la culture juive israélienne. C'est-à-dire que la même culture juive laïque aux États-Unis ou juive réformée et cetera, non, ne tient pas ce modèle, social-là et fait même moins d'enfants que la moyenne américaine. Donc c'est vraiment typiquement israélien, en fait, ce phénomène. Et alors, je voudrais en plus, renchérir sur ce que tu dis. Il y a quelques années, il y avait eu, l'interview, d'une spécialiste, en fécondité. Donc, elle c'est une gynécologue qui accompagne, donc toutes ces femmes qui cherchent à avoir des enfants, qui ont des difficultés et cetera. Et heu, le journaliste lui avait dit: «Mais» le journaliste, c'est Olivier Garnier, un grand bonjour. Il lui avait dit: «Mais comment ça se fait qu'en Israël, à ce point, Israël soit tellement en avance, par rapport au monde, donc sur tout ce qui touche à la fécondité, et aux problèmes, de comment c'est Infertilité. l'infertilité?» Et en fait, elle avait dit: «Mais c'est juste une question d'offre et de demande». C'est-à-dire que en Israël, la demande est tellement forte pour avoir des enfants qu'on va tout faire pour aider. Et comme la demande est forte, alors on va aussi se permettre, quand on va réfléchir au budget, et ben, on va décider que dans les budgets qui sont alloués à la recherche, on va mettre énormément d'argent pour tout ce qui touche à la fécondité et à la fertilité parce que c'est important en Israël. Alors que dans d'autres pays, c'est pas aussi important. Et c'est en fait tout simplement pour ça. Et elle expliquait ça, mais vraiment, elle parle, et c'est une personne qui est religieuse, etc. Elle parlait pas du tout de quoi que ce soit de religieux. Elle parlait vraiment, d'économie, offre et demande. Elle disait: «L'offre est très importante, alors on va répondre à cette demande et pardon, la demande est très importante et on va tout faire pour répondre et offrir une offre». Je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas pour toi, mais de parler. Après bon, voilà, on a envie de dire à Haggai Segal, pour lequel on a de l'admiration, hein, en tant que journaliste, qui est quand même le père de d'Amine Segal, donc rendre à César ce qui est à César. Mais c'est vrai que, probablement une telle virulence, comme tu as si bien dit, n'était pas nécessaire, tout simplement parce que, les faits, le réel, le concret, va jouer son rôle et en réalité dans 25 ans, la question se posera plus tellement. Parce que la diaspora telle qu'on la connaît aujourd'hui sera beaucoup plus petite. Hem, Tu sais, je vais conclure là-dessus. Récemment, j'avais un échange un peu musclé avec quelqu'un sur les réseaux sociaux qui me disait: «De toute façon, vous devez tenir compte de nous parce que nous autres juifs de diaspora, de notre avis, parce que nous sommes plus nombreux que vous». Et je lui ai répondu avec mépris: «Mais plus pour longtemps, mon cher ami». Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, vouloir faire partie de l'aventure israélienne, c'est vraiment vivre en Israël et c'est vraiment, et ça veut pas du tout dire qu'on va avoir telle ou telle opinion politique, mais ça veut dire faire partie de l'aventure. Sheryl Sandberg, elle dit, donc juive américaine aussi, mais elle vit dans un contexte complètement différent, que quand on t'offre une place, sur une fusée, tu demandes pas, quelle place, tu y vas, d'accord? Et c'est comme ça qu'elle a décidé de rejoindre Google, quand Google était encore, tout petit, petit. Et je pense que c'est dans le fond, c'est quand même un peu ça. C'est-à-dire que quand on nous dit: «Oui, mais il faut plus, de cours d'hébreu. Oui, mais il faut des avantages pour les Olim et tout ça». Tout ça, c'est vrai. Mais en réalité, Israël est une fusée. Je suis entièrement d'accord avec le professeur que tu citais tout à l'heure pour dire que le 21e siècle sera israélien, on ne sera pas, d'accord. Israël est une fusée. Israël est en passe de devenir une puissance régionale insoupçonnable par rapport à ses origines en 1948 et aujourd'hui, les gens de diaspora doivent se poser la question de est-ce que oui ou non, ils veulent être sur la fusée? Et si tu veux être sur la fusée, peut-être moins demander quelle plage est sur la fusée et simplement monter sur la fusée. Mais quoi qu'il arrive, la fusée est déjà partie, est en train de partir, partira. Et je pense vraiment que quand on sera en milieu de siècle, on verra que le centre culturel et politique mondial du judaïsme, c'est Israël et pas la diaspora. Bon, bah, c'était une, conversation que j'ai trouvée personnellement très intéressante. Voilà, merci Myriam. À nouveau, je vous invite, à nous mettre en commentaire, des questions, si vous voulez qu'on précise certaines choses, si vous voulez qu'on vous mette les noms des personnes, qu'on a mentionnées, durant cet épisode. On vous invite, bien entendu à partager si cet, épisode vous a plu, à nous permettre d'être découvertes par, d'autres personnes. On vous souhaite plein de bonnes choses et au prochain rendez-vous. Salut, salut.